Salut à tous, épisode 75 avec la Lotto Soudal. C'est peut-être le dernier, on en parlera un petit peu après. Le menu, évidemment, c'est championnat du monde, Tour de Lombardie et avec d'autres petites choses autour. Pour rappel, quand cette partie démarre, honnêtement, je ne sais pas du tout où ça va aller. Je sais pas du tout où ça va aller. Quelque part, je me dis, on est en juillet, je me dis, bah, tu vas avancer jusqu'au Tour de France. C'est un peu intéressant quand même de vivre le Tour de France en même temps que le Tour de France se passe. Ok. Et puis, en fait, pendant ce Tour de France, un truc me fait brusquement changer d'optique. C'est que Wellens, bah, il est finalement pas si loin de performer de façon improbable. Du coup, ça me donne envie. Ben, il y a une crevaison en fait de Wellens. Ça me donne envie de recruter plutôt correctement et de faire changer de cap l'équipe, c'est-à-dire on sort de l'équipe de classique et de sprinter et on essaye de muscler un peu tout ça. Il y avait eu le bug de De Gent, c'est dommage, hein, qui nous avait séparés de lui. Mais bug, évidemment, s'il arrivait maintenant, je saurais comment faire, mais là, à l'époque, on l'a accepté. Voilà, et je dirais qu'en fait, cette partie, moi, si je devais la regarder, je démarrerais pas avant l'épisode 14. Pour moi, c'est à l'épisode 14 que tout commence réellement. Parce que c'est là qu'on commence à être vraiment dans quelque chose qui est un petit peu plus intéressant que le départ, moi, que je trouve un peu rébarbatif, pour être très franc. Donc, ne regardez surtout pas les 13 premiers épisodes si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'en avez jamais vu d'autres. On avait ensuite tout un tas d'événements voilà, dans l'année 2019 qui avaient donné comme ça de l'intérêt, je dirais, à cette partie. Et puis, progressivement aussi des ambitions qui étaient totalement insoupçonnées, insoupçonnables quelques mois ou une année auparavant. Parce que quand je démarre cette partie, je me dis, ok, tu vas essayer d'aller quoi, choper des classiques de temps en temps, une petite classique, une ardennaise avec Wellens, une flandrienne avec Benoît, et puis peut-être une étape de Tour de France, par-ci par-là, et puis éventuellement, allez, comme j'ai fait en 2018, une étape de Giro avec Van Endert, mais il avait fallu se battre ô combien, une étape par-ci par-là avec Thomas de Gent, hein, l'inénarrable Thomas de Gent, qui est un baroudeur au long cours, qui est de toutes les échappées et un des plus beaux échappés possibles du peloton. Bon, ben en fait, ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais jamais de la vie. Et donc, cette histoire, au final, qui peut-être que c'est le dernier épisode. En fait, j'en ai pas la moindre idée. Je développerai là-dessus un peu après, mais cette histoire m'a emmené à un endroit où je pensais pas du tout aller. C'est quelque part par défi et pour aller au bout du jeu, tester en fait quelles sont les limites du jeu. Je pense que vous l'avez quand même compris avec le temps. Je ne suis pas fou au point de penser que Tish Benoît est un vainqueur de grand tour potentiel aujourd'hui. D'accord ? Par contre, voir où est-ce que le jeu peut nous mener avec les notes de base du type début janvier 2018, voilà, qui était pas de ma responsabilité, qui était la responsabilité de Pro Cycling Manager. Donc j'ai pris ces notes, je les ai jamais changées, par contre je l'ai entraîné. Je l'ai entraîné en choisissant un axe qui n'est pourquoi pas un axe envisageable pour quelqu'un qui, de l'avis de pas mal en Belgique, a du mal à prendre le costume d'un Flandrien qui va vraiment beaucoup gagner. D'ailleurs, la campagne 2019 de Classique, elle va un peu dans ce sens-là. Quoi. Donc, l'idée d'une transformation. Une transformation un peu, même si Geraint Thomas était un rouleur à la base, mais un peu à la Geraint Thomas, en quelque sorte. Alors, avant de parler de tout ça et de développer cette question, qui est large, hein, la question de la transformation des coureurs dans une époque moderne où on est dans l'hyper-spécialisation. Ça, c'est quelque chose, quand vous voulez avoir un type de nos jours qui peut gagner sur pas mal de terrains différents, c'est un ovni. C'est quasiment quelqu'un, ce serait un renégat.
ce serait quelqu'un qui serait haï, qui serait détesté. Pourquoi? Parce que gagner de partout, ça supprimerait une espèce d'entente tacite. Moi je sais pas, mais j'ai tendance à penser qu'elle existe dans le peloton, où en fait on partage un peu le gâteau. On partage le truc. Regardez, me dites pas que si la Sky ne voulait pas partager le gâteau, pourquoi est-ce qu'elle enverrait au départ, ok d'accord, Bernal, mais pourquoi est-ce que d'office en début d'année elle ne choisirait pas d'envoyer Geraint Thomas ou Froome sur le Giro? Et il y en a un en gros qui fait le doublé Giro-Vuelta et l'autre qui se consacre au Tour de France. Donc pour moi, on voit que là c'était pas loin pour Painu sur le World Championship ITT. Et on va aborder l'épreuve en ligne qui est super intéressante. Elle est ouverte à pas mal de types de coureurs. Donc à mon sens, le phénomène du coureur qui pourrait s'imposer partout, là en 2019 quand je parle, c'est quelque chose qui effectivement n'existe plus. Est-ce que parce que ça n'existe plus, on peut imaginer que ça n'existera plus jamais? Déjà, c'est la première question que je soulève. Est-ce que ça n'existera plus jamais, d'une part? Et est-ce tabou de vouloir imaginer un coureur qui pourrait revêtir ce costume-là, quoi? Le gars qui est capable de gagner un grand tour, mais aussi capable de gagner le Tour des Flandres. Est-ce tabou? Est-ce interdit? Parce que je sais que j'ai choqué des gens de ci, de là. J'ai choqué des gens par cette volonté qui, en fait, moi, très simple, c'est il y a un jeu qui fonctionne d'une telle manière, il a été programmé d'une telle sorte que j'ai envie de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, en fait. Voilà. Et l'appétit venant en mangeant, vous avez envie de voir si, en faisant progresser votre coureur, vous ne pouvez pas accéder à des trucs qui étaient totalement impensables. Voilà. Donc, on se recentre sur la course, on arrive dans les 40 derniers bornes avec la Belgique, donc, évidemment, dans cette partie Lotto-Soudal, c'est la Belgique qui est l'équipe nationale contrôlée. On avait déjà joué sur ce parcours-là avec la victoire d'Alaphilippe et la de Koenig. Et puis, on voit qu'en fait, j'essaye de durcir la course parce que je ne veux pas arriver au sprint. Je ne veux surtout pas arriver au sprint avec notamment quelqu'un qu'on connaît bien chez Lotto-Soudal, un Michael Matthews, qui est très très vaillant. Il y a un Craig Anderson, tiens, c'est qui celui-là? C'est un futur Lotto-Soudal, mais pas encore. Il y a un Alaphilippe, bien sûr, qui est présent. C'est normal, ce parcours, il est accessible pour lui, très clairement. Il y a comme ça des gens qui sont bel et bien là. Il y a un Sonny Colbrelli, et qui, non pas me font peur, mais je me dis que j'ai pas envie d'arriver avec. Et en ce sens, donc, je vais vraiment essayer de fatiguer un peu tout le monde. On voit que ça a progressivement fonctionné quand même, d'éliminer pour arriver à un groupe assez réduit là dans les 20-25 derniers bornes. Mais on a beau être en surnombre, ça n'est pas pour autant qu'on a course gagnée parce que c'est pas nous qui allons le plus vite au sprint. Et à ce moment-là, je décide quand même de tenir la promesse qui a été faite au moment de la resignature de Tim Wellens, promesse qui était tu aides Benoît à boucler ses chantiers un petit peu fous et en contrepartie tu auras ta part du gâteau un petit peu plus tard. Et c'est vrai que pour ce championnat du monde, j'aurais bien envie que Tim Wellens s'impose. Regardez, il y a une situation qui est très intéressante. Un Italien, un Australien, un Français, un Polonais et un Danois. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'équipier pour les leaders qui nous accompagnent, à tel point que ça s'est arrêté de rouler. Et du coup, j'ai le retour de Nassen et de Van Avermaet. Forcément, je me dis que c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Pourquoi tenter quelque chose? Parce que de toute façon, il va falloir que quelqu'un accepte de rouler pour les autres. Là, on est par contre dans une logique qui est supra-réaliste. Vous avez que des leaders, entre guillemets, en face de vous. Qui va accepter de se sacrifier? Est-ce que Matthews va vouloir ramener Alaphilippe? Est-ce que Craig Andersen va vouloir ramener, que sais-je, Colbrelli, etc. Donc, je me suis basé sur ce principe-là.
qui est un principe vieux comme le cyclisme, qui va vouloir faire les efforts. Hein, on le voit sur plein de classiques, ce scénario-là, et en ce sens-là, le départ de Wayland, en plus situé vers les dernières positions du groupe, voilà, on était sur quelque chose que j'ai un petit peu préparé, et on voit surtout que c'est en train de fonctionner. À ma grande surprise, et en même temps, il y a une certaine logique à cela, à ma grande surprise, le truc est en train de fonctionner. Personne n'a accepté, excepté là, vraiment, quand les choses commencent à urger hein, sérieusement, où il y a notamment Craig Anderson qui fait le boulot, il y a Julien Lafilippe qui suit avec Colbrelli, mais moi j'ai calé des types dans la roue, bien évidemment, et l'option B, ça tombe quand même un peu sous le sens, c'est Benoît, si jamais ça revient, c'est Benoît emmené par quelqu'un, mais on voit bien que Tim Wallens il va aller se la chercher sur un profil d'épreuve qui ne ferme pas la porte à la victoire de quelqu'un comme lui, mais qui tout de même favoriserait un Flandrien à mon sens. Mais l'Ardennais peut aller aussi gagner sur ce profil-là. Les pourcentages ne sont pas bien élevés, mais il y a quand même du 7-8% qui revient sur de très courtes séquences dans tout le circuit final. Donc, quelqu'un qui est capable de puncher et qui ensuite va tenir le coup, moi je pense plutôt à un petit groupe, pour être franc. Je pense, s'il y a 3-4 hommes forts qui partent à peut-être 15 bornes de l'arrivée, là on peut vraiment ne plus jamais les revoir en fait. Donc, victoire en solitaire, ok, victoire assez opportuniste parce qu'on était en surnombre et que les mecs ensuite, nos adversaires se sont marqués les uns les autres. Ok, Tim Wallens, deuxième fois champion du monde après le titre obtenu à Innsbruck. Après, je vous ai intercalé 2 épreuves qui me tiennent à cœur. Paris-Tours, d'une part. Paris-Tours qui est vraiment... moi, j'ai une forte estime pour Paris-Tours. Je trouve que c'est une course magnifique. On dirait, je vous ai dit la même chose par rapport à Plouay il y a quelques épisodes. Et toujours à cœur de jouer Plouay avec le plus grand soin. Paris-Tours, j'aime beaucoup également. Déjà parce qu'il y a une histoire forte, et que le cyclisme, il est aussi fort de cela. Il est fort d'avoir une histoire qui, je dirais, fait l'essence de ce sport. C'est un très ancien sport par rapport à d'autres, et je trouve que respecter l'histoire du cyclisme par moment, c'est aussi rendre hommage aux épreuves mythiques, même si, en l'occurrence, pour Paris-Tours, elle n'est plus World Tour. Alors, vous avez vu, en plus, on a une opportunité géniale de se faire plaisir sur ce Paris-Tour, puisque avec ce fort vent, il y a moyen de créer des bordures. Le travail de sape de la Lotto Soudal emmené par 3 partants, Degenkolb, Van Aert, Michael Matthews, ainsi qu'une bande de Flandriens ajoutés au jeune sprinter belge Ruben Apors, qui est issu de Lotto Soudal U23, que j'avais recruté à la sortie de l'équipe U23. Tout le monde nous a mis en position d'éventuellement préparer un départ du champion de Belgique, peut-être, pour aller quérir une victoire. Et c'est là qu'à ma grande déception, en fait, le jeu, je pense que vous avez pigé. Je pense que vous avez très bien compris ce qui s'est passé. Plantage, bip, voilà, nous sommes désolés. Il faut recharger et il faut retenter sa chance. Sauf qu'il y a moins de vent cette fois-ci. Il y a moins de vent. On n'a pas peur d'une arrivée au sprint. On n'en a pas peur du tout parce que avec la bande de costauds d'une part et de sprinters, Degenkolb, Matthews, quand même pas n'importe qui, surtout quand c'est emmené. Il y a même le jeune Apors au cas où. Après, il y a un Wout van Aert qui est très costaud. Il y a un De Bussel qui est un peu un couteau suisse hein, sur ces types de profils. Donc, l'idée, c'est que j'essaye de reproduire un petit peu le schéma du départ de Wout van Aert que j'avais détaillé avant pour ce qui était de comment l'amener. Mais en fait, ça marche pas cette fois-ci. Bah oui, c'est normal. Quelque part, il y a une logique, encore une fois, c'est sympa d'être quand même avec
avec une adversité, je dirais, qui conforme à un certain réalisme. Du coup, je me rabats sur du sprint en me disant que peut-être ce serait quand même sympa d'arriver à faire triompher Wout van Aert ou John Degenkolb avant leur départ. J'ai sacrifié Matthews qui a beaucoup gagné. Au profit de ces deux-là, c'est Degenkolb. C'est Degenkolb qui va chercher un deuxième Paris-Tour après le 2013 qu'il était allé gagner. Voilà. Donc, victoire de John Degenkolb, c'est une jolie manière de lui dire au revoir, puisqu'il va rejoindre une équipe de Continental Pro pour le coup. Donc, pas glorieux, mais bon, voilà. C'est son choix virtuel dans la partie, dicté par l'IA, qui nous ont parfois des mouvements de coureurs assez pittoresques. Je vous avais détaillé les mouvements dans un épisode précédent, la Vuelta. Hein. Donc voilà, Milano-Torino, ça c'est toujours un joli rendez-vous avant le Tour de Lombardie, parce qu'il y a cette double difficulté dans le final qui est assez violente et qui est, ma foi, fort agréable à jouer. On a envoyé du monde. Hein. Vous remarquerez que j'ai laissé Benoît au repos, sciemment, depuis le championnat du monde, où il avait quand même apporté une petite aide à Waylands, au moins déjà par sa présence. J'ai laissé Benoît au repos. Benoît, il n'a qu'une seule fonction dans cet épisode, c'est d'essayer d'aller gagner en Lombardie. Et pour le reste, on emmène notre nouveau champion du monde. Le team Waylands. J'aime bien essayer d'aller gagner Milano-Torino avec le champion du monde tout frais. C'est plutôt pas trop mal parti suite à un énorme travail de Hirschi, Omen et compagnie. À noter Storer et Kras qui continuent à être des équipiers qu'il faut mentionner tellement ils sont de valeur. Donc Storer, Kras, toujours utile. Mezek peut-être un petit peu juste malgré quelques progrès en cette fin de saison. Il y a encore les notes physiques. Hein. Mezek, son truc à lui, c'est le Giro. On peut pas encore lui demander des masses de choses. C'est déjà pas mal, vous me direz, il en a chopé 2. Hein. Donc, ok. Victoire de Team Waylands. Très correcte, mais pas non plus de quoi sauter au plafond. Il y avait certes Latour, hein, qui est super fort là. Il y avait également son acolyte colombien Chavez. Il y avait aussi Simon Yates. À moins que ce soit Adam, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était... voilà, il fallait le prendre, et puis c'est tout. On va maintenant sur le Tour de Lombardie. Le Tour de Lombardie, une épreuve toujours passionnante, avec quelques points stratégiques cruciaux, quelques points hyper importants, donc vous les avez eus à l'écran, et un leader Benoît pour lequel on a beaucoup d'espoir. Il sera évidemment encadré par un Waylands en grande forme, en très grande forme. Je choisis également de protéger le jeune Hirschi. Hirschi qui est réellement le 3e meilleur puncher de l'équipe, très nettement. On pourrait même commencer à discuter si ce serait pas le meilleur. Bref, il est super fort. Il ira exercer ses talents ailleurs, il ira nous faire mal. On l'a déjà dit. Dans Madonna del Ghisalo, on n'est pas sur un endroit qui fait réellement une sélection. Ça n'est pas assez difficile. Mais pourtant, ça contribue, je dirais, à affaiblir les gens avant ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est la Colma di Sormano et la partie noire qu'on aperçoit. La partie noire, c'est le mur de Sormano, il muro. Ça, c'est le point qui peut éliminer des gens. C'est l'endroit qui peut éliminer des gens et ensuite permettre à ceux qui ont survécu de s'expliquer entre eux. Mezek a bien travaillé, de toute façon il était un petit peu malade. On va s'en tenir là pour aujourd'hui avec Veit Mezek. Maintenant la parole est à Hirschi. Vous avez vu, j'ai emmené Wout van Aert, il y avait 3-4 jours d'écart entre Paris-Tour et Tour de Lombardie, donc le calendrier me le permettait. Wout van Aert, c'était aussi une manière de lui dire un petit peu adieu, puisqu'il est quand même bien présent là sur la protection, hein, jusqu'à la moitié du mur, il est là.
Ça, c'est les qualités physiques, hein, parce que sinon, avec sa note en montagne, il se ferait éclater. Hein. Donc, je fais attention à ne pas lâcher Benoît. Wellens, il n'y a pas de problème. Wellens, il est tellement fort, là, en ce jour, que aucun souci pour lui. Il est super bien positionné, j'ai jamais besoin de le replacer. Par contre, Benoît, il est à surveiller de près. Il y a parfois eu besoin de le remonter un petit peu, parce que là, on est vraiment sur des types d'endroits où ça ne pardonne pas si votre coureur vous le laissez traîner un peu trop loin. On verra, on en reparlera un peu après. Quand on prendra le replay, je montrerai 2-3 trucs par rapport à ça, au fait de traîner un peu trop loin. Alors, légère échappée non significative, bien évidemment, de 4 hommes. Voilà. Et on a notamment vu par ce biais-là que Dan Martin et Kwiatkowski sont dans un bon jour, très très clairement, puisqu'ils ont réussi à suivre magnifiquement le rush de Hirschi, qui était pourtant un rush d'une violence assez incroyable. Hein. Donc ces 4 hommes-là, évidemment, sans la collaboration de Hirschi, hein, c'est une évidence, vont bientôt aborder, ainsi que tous ceux qui les ont rejoints. Voilà, j'ai une équipe maintenant qui roule. Aborder un moment stratégiquement crucial, le Civiglio. Alors, le Civiglio, c'est assez violent. Et puis, il y a un endroit où le pourcentage est encore plus violent. Donc, c'est cet endroit-là que je vise pour essayer de faire une différence. Déjà, sur le début du Civiglio, là, on calcule pas. C'est à fond Hirschi, à fond, toute proportion gardée, en essayant de ne pas vider la barre de Benoît, parce qu'encore une fois, Wellens, il est là, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'Hirschi a terminé son job, on le cale dans la roue des fois qu'il reserve, et c'est Wellens qui va être chargé de durcir un petit peu pour Tish Benoît. On voit que Dan Martin a du mal, on voit que le FDJ là derrière, c'est Bauke Mollema, hein, c'est pas Thibaut Pinot. Hein. Bauke Mollema est bien présent. On a Kwiatkowski qui a l'air de résister avec beaucoup de difficultés, mais qui résiste tout de même et qui reste au contact. Hirschi étant... Voilà, ça y est, il n'y a plus de barre jaune pour Hirschi, du coup il se fait lâcher par Kwiatkowski. Kwiatkowski, la grosse question, c'est est-ce qu'il va basculer avec les 3 hommes de tête ou est-ce qu'il va se faire décramponner. On sait que le Kwiat, il a une note en descente qui est particulièrement élevée, il est un des meilleurs descendeurs, en tout cas il est top 10 descendeurs du peloton, sans discussion. À partir de là, il va nous faire un joli numéro, il va recoller. Par contre derrière, c'est le trou absolu. Il y a Kelderman, il y a Hirschi, et puis derrière, c'est loin. Donc à partir de là, l'histoire elle va se régler à 4 et même à 3, parce que dans San Fermo della Battaglia, vous avez Mollema qui va caler quasiment dès le départ. Dès lors, comme j'ai vu que Kwiatkowski avait fait beaucoup d'efforts, je tente un départ de Tish Benoît en calant Wellens dans la roue. Hein. Toujours, évidemment, pas sacrifier Wellens bêtement au cas où le Kwiat reviendrait. Si Benoît ne gagne pas, moi, une victoire de Wellens, ça me convient également. Benoît, en l'occurrence, eh bien, ne va pas être suivi par le Kwiatkowski qui n'avait pas les moyens, manifestement, de suivre Tish Benoît, qui a été donc, encore une fois, magnifiquement emmené par ses équipiers pour aller guérir. Cette fois-ci, je pense qu'on peut le dire. Sauf crevaison, sauf chute, il n'y en aura plus. Crevaison éventuellement à 100 mètres de l'arrivée, il faut finir en courant. Non, victoire de Tish Benoît sur le Tour de Lombardie. C'est son 3e Tour de Lombardie consécutif, et c'est d'ailleurs pas toujours sur le même parcours, hein, puisqu'on avait aussi découvert avec beaucoup de bonheur le parcours 2016, là, le parcours tout à fait spécial. Et voilà, victoire de Tish Benoît. Le fameux Grand Chelem est obtenu. Alors, petit retour là sur quelques zones. On aura vu que Madonna del Ghisalo n'aura pas été sélectif. En revanche, beaucoup de choses quand même se jouent dans le mur de Sormano. J'en veux pour preuve le cas de Julien Alaphilippe. Alaphilippe, on sait à quel point Julien Alaphilippe il est fort sur Tour de Lombardie.
Et c'était un peu une surprise pour moi, c'est pour ça aussi que je suis allé voir le replay. C'était une surprise pour moi de ne pas le voir dans la lutte, alors que j'ai vu Kwiatkowski, alors que j'ai vu Dan Martin, alors donc qui sont des prétendants assez fréquents et logiques. Hein. Pourquoi est-ce que Julien Alaphilippe n'était pas présent? Eh bien tout simplement parce qu'il était situé un petit peu trop bas dans le mur de Sormano et à un moment donné s'est fait décramponner. Après, malgré tous ses efforts, il n'arrivera pas à reprendre le groupe à l'avant ne sera pas repris, en tout cas pas suffisamment bien pour aborder le Civelio dans les meilleures positions. Regardez, il y en a un autre qui s'est fait avoir sur ce coup-là. C'est Kwiatkowski cette fois-ci. Dans le Civelio, vous avez Kwiatkowski qui doit boucher là un trou qui fait super mal. Ce trou, il fait très très mal. Il peut expliquer pas mal de choses par la suite. Je l'avais pas dit en direct, évidemment, puisque je voulais préserver l'intérêt du truc. Kwiatkowski, j'avais vu qu'en fait, il avait bouché un trou. C'est pour ça que j'ai attaqué avec Benoît un peu plus tard. Parce qu'en fait, je savais que Kwiatkowski, il avait bouffé de la barre, très probablement, et que cette barre-là, elle se paye. À un moment donné, les efforts se payent. Surtout que là, il revient d'une manière qui est héroïque, en fait. Parce que il a très probable, il se dandine depuis très longtemps, et donc il est en grosse difficulté depuis pas mal de temps, et pourtant il recolle. Ça veut dire qu'il a dû aussi ne pas récupérer dans la descente, ne pas récupérer autant de barres jaunes et rouges qu'un Tige Benoît, par exemple, a pu en récupérer tranquillement calé dans la roue d'un énorme descendeur, j'ai nommé Tim Wellens. Et puis après, la touche finale, donc ça se fait en 3 temps, hein, très souvent en 3 temps, hein, le Tour de Lombardie dans cette version-là. La touche finale, c'est dans San Fermo della Battaglia, c'est là que il faut essayer de tenter une attaque avant le sommet. Un bon puncher, c'est quelqu'un qui est capable comme ça d'attaquer un petit peu avant le sommet, et s'il est bon descendeur, il va conclure derrière. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé avec Tige Benoît. Je crois qu'on n'est plus dans la découverte de ce type de scénario. Ça fait belle lurette que je vous l'ai servi, resservi et re-resservi, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que quelque chose qui fonctionne et qui en plus a un certain sens au niveau cycliste. Voilà, je ne vais pas inventer un truc que jamais personne n'a inventé, puisque je me prends. Je voudrais dire que je serais capable d'inventer des choses que les professionnels n'ont pas pensé. Ce serait totalement improbable et totalement irréel. Voilà, c'est donc le fameux Grand Chelem, ce petit truc à côté plutôt, après lequel je courais depuis la sortie de Pro Cycling Manager 2018, en me disant même à un moment donné que ça n'était pas possible. Ben en fait, c'était faisable en mode extrême. Et la petite collection de Tige Benoît se complète, ok, on l'aura compris. Et je voulais aussi vous montrer quelles étaient les évolutions de ce dernier au fil du temps. Vous voyez qu'au final, le gain global en 4 années, 4 années de travail, le gain global, il est en bleu. Je trouve pas que le gain global il soit scandaleux pour 4 années de travail. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, en 1 ou 2 années, ça aurait été cheaté. Mais en 4 années, voilà, ça me paraît tout à fait réaliste. On a développé ce type. Voilà. Et les 11 000 points là, et les 37 victoires, j'ai envie de vous dire, voilà. Les 100 victoires pour l'Auto-Soudal. Vous savez que la De Koenig en 2018 s'en tapait 75 environ. Donc 100, c'est encore pire. Quoi. Voilà, hein, désolé, hein, c'est comme ça. On vote ensuite pour le coureur de l'année. Alors j'ai mis, vous allez voir à droite, Benoît, ensuite Wellens tout de même pour sa 2e place au classement UCI. Mézec parce qu'il est le seul vainqueur de Grand Tour à part Benoît. Et j'ai mis Latour dans le top 5 derrière un Froome qui sera quand même présent sur Tour de France et Vuelta, donc quand même hommage à lui, Latour. Et ce qui est... bon voilà, donc ça a terminé avec le top 3. Le vote général, pardon, était le mien. Était le mien. Ok, très bien. Et puis, je ne vous ai pas mentionné le petit vote au passage que j'avais montré, le petit vote de Patrick Chassé. C'était rigolo, c'est toujours la petite blague, la serial blague. Donc, ok, on passe à une petite foire aux questions que vous pourriez vous poser ou pas. Est-ce qu'il y aura une année 2022? Je l'ignore.
je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que si j'en ai l'opportunité, je le ferai. Et puis sinon, j'ai quand même un peu pour ambition de prioriser 2 Koenig, et je vais aussi vous proposer un Ferrari très très prochainement, qui sera peut-être le dernier également. Est-ce que tu prendras une équipe française? C'est quelque chose qu'on me demande souvent, moi je vais répondre une bonne fois pour toutes. Les coureurs français, il n'y en a pas qui me fait rêver réellement, à part Thibaut Pinot. J'aime bien Valentin Madouas, j'aime bien le jeune Latour. Si je prenais une équipe française, je pense que je la créerais. Je ne prendrais pas une équipe existante. Donc c'est un truc qui peut vraiment avoir lieu dans PCM 2019. Ensuite, qu'est-ce que ça va être le contenu dans les prochaines semaines? Les prochaines semaines, je vais essayer d'avancer 2 Koenig, qui sera ma priorité. Et je vais essayer de vous proposer, c'est certain, c'est pas essayer, un épisode Ferrari qui sera peut-être le dernier, ou pas. Et puis l'Auto Soudal, je dirais que son futur est un petit peu conditionné à la qualité de PCM 2019. Si ce jeu est dément et génial, on ne reviendra plus sur 2018. Si ce jeu est un flop, on y reviendra. Après, par rapport à Benoît, est-ce que ce qui s'est passé là, c'est du cheat total ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Moi, je défends l'idée selon laquelle, et puis en plus, il y a des gens experts biologistes et aussi en biologie du sport qui expliqueront très très facilement que les qualités physiques d'un Flandrien sont totalement compatibles avec le fait de le développer en tant que grimpeur. Évidemment, ça ne deviendra pas Quintana, mais en fait, c'est envisageable. Voilà, c'est envisageable. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire et que c'est un truc qui va être répandu, etc. Puisque je parlais tout à l'heure de l'hyperspécialisation du cyclisme. Mais en fait, c'est quelque chose qui est physiologiquement possible. Après, petit appendice là pour ceux qui regrettaient que j'ai pas donné mon astuce pour maintenant changer les variants alors que en fait on pouvait le faire et puis après on n'a plus pu, etc. First, je vais dans Fast PCM Editor, je regarde l'année. Ensuite, je prends le profil que je veux. Je vais copier, je vais le coller dans un répertoire. Et dans ce répertoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui renommer la fin de sa dénomination. C'est quoi la fin de sa dénomination? C'est 2021. En l'occurrence, puisque là on était dans l'année 2021. Donc là je suis en train de faire la création du fichier. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller copier dans le bon répertoire. N'hésitez pas à zoomer, allez voir le bon répertoire, ceux qui en ont besoin. Je sais que vous êtes nombreux à savoir déjà faire ça. Et ensuite, vous allez copier votre truc et vous avez le profil. Ok. Après, 2 mots sur le Giro actuel. Roglic semble réellement entouré d'une équipe très faible. Donc, comme je ne suis pas supporter de quelqu'un en particulier, je suis triste pour lui, mais quelque part, il y a une certaine logique sportive et on se dirige vers un mano à mano, Carapaz, Nibali. Mon cœur irait plutôt à Nibali, en revanche. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai testé PCM 2019? Non. Est-ce que je compte le faire avant sa sortie? Non. J'attends sa sortie. Et par contre, je lâcherai rien dès que je l'aurai entre les mains. Très très clairement. Ensuite, oui, est-ce que finalement toutes ces victoires, etc., ça pourrait pas être un poil lassant? Écoutez, c'est à vous de me le dire. Pour ma part, non. Parce qu'en fait, je vois le truc comme un défi à chaque fois et que j'estime que tout ça n'est qu'un jeu de gestion. À partir de là, quand vous commencez à connaître un jeu, fatalement vous gagnez, ça fait partie du truc, quoi. Ce serait bien d'avoir un petit peu moins de victoires. J'ai déjà des solutions en tête pour remédier à ça et je les appliquerai dès les années qui vont suivre pour les différentes parties et puis évidemment dans Pro Cycling Manager 2019. Voilà. Donc je développerai ça quand je le mettrai en place. Je vous donnerai tous les détails de ce que je pense faire pour essayer de ne pas terminer une année avec 100 victoires pour l'équipe. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.